vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, on essaye de joindre nos invités. Alors, on tente de joindre nos invités. Ça marche. Alors moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais. Bon, c'est très bien. Je baisse un peu parce que... alors aujourd'hui, on a deux invités, Daniel et Camille, qui participent à la lutte contre la ligne à très haute tension Maine-Cotentin. Ils vont nous expliquer ce que c'est. Cette lutte... à mon avis, est une de celles aujourd'hui en France où on mesure très clairement les vrais enjeux du nucléaire pour le pouvoir en place et les moyens de répression qui sont mis en œuvre pour décourager les velléités de faire bouger quoi que ce soit, ou les rapports de force dans ce domaine. Donc Camille et Dany, on peut peut-être commencer simplement par un historique. Comme nous, on est dans le sud-est de la France, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe là-haut chez vous. Donc un petit historique, le contexte, c'est quoi cette ligne, voilà, ça va servir à quoi, etc. Alors, du coup, la ligne THT, elle trouve son origine dans le projet de nouveau réacteur EPR qui devait être construit, enfin qui doit être construit et qui est en construction à Flamanville, dans la Manche, en Basse-Normandie. Du coup, et cette ligne-là, à l'origine, était prévue pour acheminer le surplus d'énergie créé par ce nouveau réacteur EPR. Du coup. En fait, c'est une ligne qui fait 2 fois 400 000 volts, qui sert à compléter déjà une ligne existante qui va en grosso modo de Flamanville jusqu'à Rennes. Et voilà, du coup, ça fait 420 pylônes, 163 km et tout ça. Donc ce projet-là... Oui, vas-y. Ouais, donc du coup, ce projet-là, en fait, d'emblée, il a été contesté parce que il est fortement lié à l'EPR. Et il y a eu une segmentation directement qui a été faite où on a séparé le débat public sur l'EPR et le débat public sur la THT, qui a eu lieu après. Donc le débat public sur l'EPR, qui déjà avait engendré énormément de frustration par la manière dont il avait été mené. Et du coup, le débat sur la THT a été largement déserté parce qu'il s'est aussi mené dans les mêmes conditions en fait, et que ça a été le début en fait d'une lutte avec divers recours juridiques et une forme de résistance qui s'organisait et qui se mettait en place, quoi. D'accord. Alors moi j'ai une question parce qu'en fait l'enquête publique, donc tu viens de me dire là, l'enquête publique sur la ligne à haute tension qui découle en fait de l'implantation de l'EPR, elle a été faite après l'enquête publique sur l'EPR. C'est ça ce que tu... Ouais. Et en même temps, on nous dit qu'on construit cette ligne THT là en toute urgence. J'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit faite très très rapidement, alors que l'EPR, on ne sait pas du tout quand ça va, parce qu'il y a plein d'ennuis, ils n'y arrivent pas. Enfin, et donc ça, c'est, on dirait, un espèce de symbole. Il faut que cette ligne, elle soit construite de toute façon, quoi. Ouais, tout à fait. Elle a été, quand on disait qu'elle a été décalée dans le temps, c'est d'autant plus étrange qu'à la base, bien sûr, cette ligne très haute tension
était aussi encore une infrastructure qui justifiait le redémarrage et la relance en tout cas du nucléaire en France par l'intermédiaire du nouveau réacteur expérimental EPR. Et effectivement, vu les débords de l'EPR actuellement, il y a un volte-face du réseau transport d'électricité, donc qui est RTE, le gestionnaire de la ligne THT Cotentin-Maine, Ouais. et qui maintenant, par Mons et Vaux, nous assène que non, ce n'est plus pour écouler l'électricité du nouveau réacteur EPR, c'est pour renforcer le réseau électrique, évidemment national et international, puisqu'il s'agit évidemment d'un maillage international actuellement pour un futur marché européen de l'électricité purement spéculatif et ultra-capitaliste. D'accord, donc en fait, c'est pas ils sont en train d'expliquer que c'est plus une lutte antinucléaire, quoi. Là, hein, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. Ça se justifie plus. D'accord. C'est d'autant plus avec l'avenue à l'époque de Monsieur Cazeneuve, de maire de Cherbourg, évidemment un nucléocrate invétéré. Il devait venir à l'époque à Percy, donc presque au cœur de la lutte, puisque le chef Rennes, en l'occurrence en résistance, se trouve dans le canton de Percy. Or, il n'est pas venu, et par peur de peut-être des résistants ou des opposants, pour la petite histoire, mais surtout il était venu pour dire que la ligne tension Cotentin-Maine allait écouler de l'énergie renouvelable, donc ça sabrait évidemment l'opposition des antinucléaires, et notamment des énormes parcs hydroliens qui vont nous pondre au large de Cherbourg et au large de Saint-Brieuc en Bretagne. Sachant que ces grosses hydroliennes-là qu'ils ont le projet de construire sont même pas sur les planches à dessiner des concepteurs en fait. Et que là, cette ligne-là qui doit apparemment être achevée fin 2012, elle servira à acheminer cette énergie-là que au minimum, en 2025. Selon les meilleures estimations. Donc, on sent bien qu'ils sont quand même très très pressés de faire ce truc, hein. C'est ce qui se passe c'est ce qui se passe avec le projet ITER qui est en construction à Cadarache, là, la fusion nucléaire. Ils ont besoin de lignes très haute tension pour acheminer vers le réacteur de l'électricité pour faire leur expérience. Et en fait, le projet ITER va sortir de terre dans 20 ans, et la ligne, elle est déjà construite. Donc c'est quand même bizarre tout ça. On dirait que c'est un peu le symbole là. Hein, il s'implante, quoi. Voilà. Ouais. C'est la force de l'État qui veut effectivement y mettre un nouveau et gros projet au moment où d'autres doivent aussi passer en force, qui sont des lignes TGV, le nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, dans ce secteur-là, c'est marquer les esprits et les corps, évidemment, avec tous les dangers que cette ligne va générer. Et oui, voilà, tout au long de cette lutte, avec effectivement un point d'orgue au camp anti-THT, au week-end de résistance à Montabo, du 22 au 24 juin dernier, on voit bien que voilà, il fallait marquer les esprits de la part de l'État policier français par rapport à cette problématique. Et d'une manière générale, ce qui était assez pour nous un semi étonnement, hein. Enfin, on avait aucune illusion là-dessus, c'est que même au niveau de la magistrature, ils sont assez étonnés, de gens de connivence, des avocats, d'espèce de nouveau gouvernement assez virevoltant et assez présent, voire omniprésent, dans le sapage de toute velléité d'opposition. C'est-à-dire que même là, en fait, on est en train de poursuivre la lutte sur de l'anti-répression. C'est-à-dire qu'en ce moment, il pourrait mettre toute personne potentiellement dangereuse sous le joug de la justice, grosso modo faire de l'espèce de premier avertissement judiciaire qui est en fait une épée de Damoclès pour la plupart des militants et qui évidemment touche des personnes relativement symboliques. On l'a vu pour un responsable d'un syndicat agricole qui, pour un simple déboulonnage, a pris 1500 € d'amende en première instance. Pour 3500 € d'amende, voilà, en première instance, qui
le maire du Cheffren, Jean-Claude Bossard, s'est retrouvé en garde à vue de manière totalement illégale. Bon, voilà. Là, on est vraiment sous le... Et il y a le côté répressif de l'État direct avec toute la présence et la répression militaire pour le coup, puisqu'on est souvent, vu qu'on est à la campagne entre la Manche, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine et le Calvados, on a affaire à la gendarmerie, donc à l'armée. Donc ils sont effectivement hyper présents et qui contrôlent, auditionnent et mettent en garde à vue et poursuivent à tour de bras. Oui, on va parce que bon, on n'est pas tous au courant. Enfin, moi, je vois, j'y suis venue, mais on n'est pas tous au courant de comment s'organise la lutte, avec qui. Parce qu'en fait, il y a à la fois des anti-nucléaires, il y a aussi les habitants là qui se battent pour que cette THT elle soit pas implantée. Il y a les élus. Enfin, il en reste pas beaucoup. J'ai l'impression des élus qui résistent là. Et tout ça, ça fonctionne ensemble, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes enjeux. Peut-être que pour les agriculteurs, c'est plus des enjeux sanitaires ou même des enjeux financiers. Comment tout ça s'organise, ça s'articule? En fait, tout ça, c'est assez extraordinaire quand même sur la lutte anti-THT, c'est que déjà l'Assemblée générale du Cheffren, donc avec son mode de fonctionnement horizontal et ouvert, enfin en tout cas une tentative d'expérimenter ces modes d'organisation-là, a permis énormément de rencontres en fait, et énormément de créer du lien entre les gens justement qui n'avaient pas forcément les mêmes sensibilités politiques, les mêmes intérêts, les mêmes raisons d'être là. Et ça a énormément permis de créer des liens, surtout en plus il y a eu toute une dynamique d'action publique qui a été menée depuis fin 2011 en fait sur les chantiers des pylônes, qui a permis énormément de créer du lien entre les gens. Après on se retrouve aussi par exemple le cas de deux familles d'agriculteurs sur le Cheffren qui ont des pylônes sur leur terrain et qui luttent de manière assez virulente quand même contre RTE. C'est aussi, alors que c'est des gens qui sont pas du tout anti-THT ni anti-nucléaire et qui sont plutôt pour qu'il n'y ait pas, qui sont pas contre les THT en général, mais qui veulent pas de ça chez eux, ou alors qui veulent ça, mais qu'ils veulent une juste indemnisation de leur, de leur préjudice. En fait, tout ça, les liens qu'on puisse créer sur diverses actions, parce que RTE, quelle que soit la force qui est en face, que ce soit des antinucléaires, des gens qui luttent pour leur terrain ou quoi, c'est le même rouleau compresseur en fait qui est en face. Du coup, forcément, ça a permis de créer du lien entre les gens, parce que il y a eu justement ces solidarités-là qui se sont nouées. On peut parler par exemple fin juillet, du passage en force des RTE pour commencer à construire les pylônes en face du bois du Cheffren, chez un agriculteur qui porte aujourd'hui plainte contre RTE, Monsieur Arseneur, ou encore de cette autre famille là du Cheffren, justement les Haussmann, qui sont en train de lutter en ce moment pour qu'il n'y ait pas de pylône chez eux, avec la Madame Martine Leroy là, donc qui passe ses journées dans son godet de tracteur sur le champ qui doit être impacté par la ligne. Et les antinucléaires, les membres de l'Assemblée du Cheffren ont été sur ces actions-là, montrer leur solidarité, passer du temps avec ces gens-là, et ça a permis énormément de rencontres et une richesse dans les liens qui a été enrichissante pour tous, quoi. Ça rappelle, ça me rappelle, j'y étais pas, mais ça rappelle un peu les luttes qui ont pu être gagnées quand même, comme à Plogoff, où effectivement tout le monde s'y est mis, quoi. C'était pas que alors, je veux dire, les antinucléaires radicaux, comme on nous appelle, les dangereux antinucléaires radicaux, mais effectivement que tout le monde a bien compris, même si c'est pas des enjeux antinucléaires, mais en tout cas qu'il faut faire face au pouvoir de l'État, quoi. C'est au rouleau compresseur. Oui. Alors bon, moi je voudrais peut-être un peu que vous nous parliez alors tu as parlé du mode d'organisation, ça je voulais, voilà. Et puis où vous en êtes, comment vous parce qu'il y a eu cette histoire de château d'eau qui a été évacué, vous occupez un bois, comment ça sur le terrain, comment ça se passe? Alors, juste on va faire un petit historique un petit peu d'effectivement ces différentes phases de la construction un peu de cette lutte, puisque grosso modo, je reviens juste sur en fait la déclaration d'utilité publique, qui est quand même pas toute jeune, puisqu'elle date de
Enfin, la fin de l'enquête, c'était juillet 2009, et je crois que la dupe, elle doit dater de la fin d'année 2009, quelque chose comme ça. Et début des travaux, septembre 2011. Premier permis de construire accordé en Manche, et donc début on va dire d'un premier point de fixation, avec évidemment, tout à l'heure on parlait des quelques élus qui restent, qui étaient à l'époque encore un petit peu plus nombreux. Grosso modo, il y avait à peu près encore 5 communes qui étaient avec des élus donc qui étaient encore extrêmement véhéments, qui portaient encore des arrêtés contre la construction de la ligne, qui voulaient les défendre, donc qui voulaient vraiment empêcher que cette ligne et que les travaux se fassent sur leur commune. Donc le vrai point de fixation, puisqu'il y a eu, il y avait déjà eu un passé à l'époque au Chefren avec une association qui s'appelle Percy sous tension, qui avait déjà amené un certain nombre d'actions, etc., sur lesquelles nous on s'était à l'époque rapporté. Donc il y a évidemment déjà à l'époque créé du lien. C'était donc assez facile de pouvoir rencontrer les élus, notamment le maire, pour discuter avec lui de ce qui était possible sur cette commune. Donc voilà, on va dire que décembre, janvier, on va dire janvier, ouais, à peu près janvier 2012 à peu près, hein, début de cette année, s'est construit a été décidé donc d'occuper, mais de manière avec un bail, hein, c'est-à-dire que c'était l'association Percy sous tension qui devenait, qui pouvait en tout cas utiliser le château d'eau qui était lui désaffecté à l'époque, le château d'eau de la commune du Chefren. Et donc ça a été le premier point d'ancrage qui assez rapidement a commencé à être un lieu de convergence. Tous les dimanches en fait on se réunissait là pour discuter de ce qu'on allait faire, et très rapidement le bois donc qui appartient au maire, hein, c'est le maire qui est propriétaire, Jean-Claude Bossard, a lui aussi été renforcé en tout cas on va dire protégé, de manière à ce qu'il ne soit plus accessible par les engins, et que la coupe des arbres, qui à l'époque était, ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où on l'occupait, en fait, il y avait, c'était tout à fait possible qu'il passe en force, couper les arbres. C'était le début du chantier. Hein. Ça a commencé par de la coupe d'arbres avant évidemment de construire les pylônes. Ça s'est fait en parallèle. Hein. Et donc voilà, donc ces deux places fortes sont construites en parallèle, ce qui a évidemment créé de l'engouement, créé déjà du lien avec les habitants du Chefren, ce qu'on appelle un peu nous les locaux, mais les locaux c'est quasiment les gens de la Manche en fait, hein, tout le monde est impacté, hein. Je veux dire, même moi je suis pas du secteur, je peux me considérer comme riverain de la THT. Voilà, aussi. Donc ça, ouais, mais voilà, tout à fait. C'est intéressant. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, il y a cette THT, mais on en parlera après, notamment dans des perspectives. Des lignes de retention, il y en a, je crois, à peu près 10 000 km en France de lignes. Donc il y en a partout. Donc la problématique, elle est pas uniquement dans la construction. On a de la prise parce que c'est un chantier nucléaire. Et il y en a pas beaucoup en France. Et il y en a pas eu beaucoup. Il y a l'EPR sur lequel la prise est beaucoup plus compliquée. Donc là, parce que très localisé. Évidemment, là on a quelque chose qui fait 163 km, donc on a fait un point de fixation qu'on aurait espéré pouvoir multiplier, mais en tout cas celui du Chefren, lui, il a été assez rapidement fort, puisque cette occupation a été assez rapidement opérationnelle, puisque au mois de mars, une centaine de gardes mobiles, accompagnés de géomètres, etc., de camions bâchés de l'armée, enfin bon là c'était le gros déploiement, étaient là pour entrer dans le bois et couper les arbres. On avait déjà mis en place un certain nombre de plateformes, de filets, une bonne dizaine de cordes d'escalade pour pouvoir occuper. Bon bah ils ont fait demi-tour. On a vraiment posé à ce moment-là quelque chose, ce qui a permis ensuite de entre guillemets déclarer une occupation permanente de ce bois jusqu'à encore à peu près aujourd'hui quoi. Vous y êtes encore là? Alors là, on y est encore de manière. En fait, on souhaite un peu décaler le problème parce que le Chefren est extrêmement militarisé et extrêmement. En tout cas, il y a suffisamment de contrôle inopiné, de surveillance, parce que il y a quand même un certain nombre de pylônes qui se sont construits depuis auprès du bois, qui fait qu'en fait, on est sans arrêt sous surveillance et sous pression.
Ce qui fait que assez dernièrement, la décision a été un petit peu de desserrer les taux en ce qui nous concerne et d'imaginer par l'intermédiaire de l'Assemblée anti-THT du CHEFREN d'autres manières, en tout cas, de pouvoir agir, puisqu'en l'occurrence, là, on avait toujours notre point de rencontre, ça reste toujours un lieu de rencontre, évidemment, le bois, mais qui ne sera plus défendu à tout prix. D'accord. Et bon, évidemment, il y a un retour d'expérience par rapport à ce que à l'action de la journée d'action du dimanche au camp de Montabault. Du rassemblement, oui, je voulais qu'on en parle avant voilà. de parler des perspectives. Parce que bon, il y a quand même eu là une épreuve de force extrêmement violente de la part des forces de l'ordre. Enfin, vous allez pouvoir nous en parler un peu, mais moi j'étais présente. C'était ça faisait vraiment peur, quoi. Et à la fin, le constat de ça, pour moi, c'est qu'il y a à la fois un état de rage, de révolte, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'impuissance, parce qu'on se dit, en face de ça, ils trouveront toujours une parade de plus, quoi. Donc, je ne sais pas, comment vous avez analysé, brièvement, si tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé cette journée-là, quoi, comment ça s'est terminé Ouais. Alors du coup, il y a eu ce week-end de résistance là, donc pour replacer un peu dans le contexte, qui a été décidé après, pour refaire un tout petit peu d'historique. Déjà depuis le mois de mai, on avait projeté un temps fort en fait dans la lutte, et ça venait d'autant plus urgent que tout au long du mois de juin, en tout cas au début du mois de juin, il y a eu 2 actions publiques qui ont assez lamentablement, pas échoué, mais où on a vu justement cet arsenal répressif-là se mettre en place. Alors ça a d'abord été la tentative de blocage des chantiers en Mayenne, à Saint-Pierre-des-Landes, où justement sur le terrain d'une famille qui devait avoir un pylône à côté d'une mare protégée, tout ça. Il y a eu une tentative de blocage de construction d'une cabane à cet endroit-là qui a été effectée rapidement et assez violemment par les gardes mobiles. Et après, il y a eu ce fameux blocage du CHEFREN où le maire s'est fait embarquer. Et donc dans ce contexte-là est arrivé le week-end de résistance du 22 au 24 juin. Et en fait, l'idée, c'était d'abord un temps de rencontre avec énormément de discussions qui devaient être faites sur des perspectives de lutte, sur des convergences de diverses luttes partout en Europe. Et justement, après, à la suite de ça, une action qui devait avoir lieu le dimanche. L'idée, alors, c'était vraiment de partir en 2 cortèges. Un cortège qui aurait fait une manifestation pour aller jusqu'au château d'eau, et un deuxième cortège qui, là, partait pour descendre le tracé de la ligne et éventuellement faire des actions d'interférence sur les pylônes, éventuellement. Voilà, et en plus ça répondait à un besoin à ce moment-là que le château d'eau venait de se faire expulser, et que du coup il y avait un intérêt à aller protester à cet endroit-là. Ce qui s'est passé ce week-end de résistance-là, c'est qu'on n'a clairement pas pu sortir du camp. Donc on a vu clairement l'arsenal répressif et la machine justement policière, gendarmesque pour le coup, se mettre en place, avec des gardes mobiles qui étaient déjà tout au long du camp hyper présents, avec des contrôles en permanence. Il y a des personnes parmi nous qui se sont fait contrôler 17 fois en 3 jours. Il y a eu énormément de pressions qui ont été faites avec l'hélico qui tournait autour du camp, des tentatives d'intimidation, plein de choses. Et ça s'est vraiment matérialisé le dimanche, lorsqu'il y a eu des tentatives de sortir du camp et où les gardes mobiles ont été d'une violence extrême face aux manifestants qui partaient justement des 2 côtés. Alors ça a été des tirs de grenades lacrymogènes d'abord, ensuite des tirs tendus de ces mêmes grenades lacrymogènes, du matraquage, et puis surtout l'utilisation de grenades qui eux disent défensives, peut-être plutôt des grenades offensives qui sont soi-disant non létales, mais bon, qui ont fait des éclats qui ont blessé très gravement des copains. Donc dans les jambes, il y a eu 2 personnes qui ont failli perdre leurs yeux. Il y en a un qui a perdu l'usage de son œil, pas perdu vraiment son œil, mais bon.
Et c'était ce genre de choses, quoi. Ouais, c'était trois blessés vraiment graves, 25 personnes, et puis plein de gens complètement choqués. Enfin, alors je sais pas si tu peux me confirmer, mais que les pompiers ont eu du mal à passer pour emmener les blessés au CHU. Enfin, qu'il y a eu quand même tout un. Enfin, c'était vraiment une volonté de détruire là. Hein. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est que les pompiers apparemment, les gardes mobiles avaient déjà en plus, je pense, prévu de faire mal, non seulement parce qu'ils étaient partis avec ces grenades-là, justement, dites de désencerclement, là, les grenades qui nous ont blessés, mais aussi parce qu'ils avaient fait réquisitionner tous les pompiers de la région. Donc déjà, ça posait quelque chose. Et les pompiers, justement, quand ils sont venus pour évacuer les copains qui étaient blessés, alors on les a vus se faire arrêter par les gardes mobiles peut-être 4-5 mètres en sortie du camp, ouvrir, le camion des pompiers se faisait ouvrir par les gardes mobiles, et les gardes mobiles qui venaient pour photographier, et à moitié, c'était assez bizarre ce moment-là. On n'a pas trop compris ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a eu une espèce de geste violent sur le camarade qui était justement dans le camion de pompiers. Et apparemment, ce même camion pompier a subi plein d'autres contrôles sur la route avec des pressions de gendarmes et tout ça. Donc ça a été un peu, c'est assez traumatisant. Oui. Alors de là, vous en sortez avec, je disais, état de rage, de révolte, d'impuissance, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça. Voilà, non? Oui, c'est sûr qu'à la suite de ça, on est un peu rageux et oui, on a ce sentiment d'impuissance-là. Après, en fait, la réflexion qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours moyen d'être beaucoup plus intelligent que ça, en fait. On s'est juste rendu compte que, de toute façon, à chercher la bataille rangée, c'était impossible de gagner parce qu'ils sont 1000 fois plus entraînés que nous, 1000 fois plus équipés, mais qu'il y a toujours moyen, en fait. Ils peuvent pas tout le temps surveiller, qu'il y a énormément de possibilités et donc il suffit juste de s'interroger et de creuser le champ des possibles pour devenir plus intelligent qu'eux. Et donc je vois qu'il y a une on parlait de votre appel à manif là le 29. C'est vous, il y a un appel à manif le 29? Oui, ouais, tout à fait. Oui, d'accord. Ouais. C'est ça, donc lui il est lancé. Donc ouais, ça c'est évidemment les choses qu'on a nourries, les réflexions en tout cas qui sont nourries au sein de l'Assemblée. Donc pour tout simplement effectivement prendre acte que essayer de dépasser une force gendarmesque assez importante et pour le coup qui avait à mon avis, à notre avis la volonté de blesser cette fois pour casser le mouvement. Donc là voilà, on réfléchit effectivement à tout simplement contourner entre guillemets cet obstacle de différentes manières. Enfin, en tout cas on essaye, on est dans la réflexion pour inventer d'autres formes. C'est sûr que je sais pas, j'ai du mal à faire des parallèles avec d'autres types de luttes, puisque pour le coup, on peut pas dire que à Plogoff ce soit des ballons mousse contre des fusils. Donc il y a quand même eu aussi des velléités et de la détermination et de la rage à Plogoff sur quand même des instants et relativement longs. Donc là, en l'occurrence, la difficulté qu'on a, c'est que sur ce camp et un petit peu sur cette lutte, on n'est pas que sur un ancrage local. On a affaire à toutes sortes de personnes, avec donc une disparité de personnes et évidemment de détermination et d'objectifs différents, ce qui est un avantage dans le sens où elle fait 163 km, donc elle est attaquable de toutes parts, contrairement à un village, mais la force du village, ou en tout cas de ce camp-là, voilà, on l'a bien vu au moment de l'élaboration de l'action, tout le monde n'était pas d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça on souhaitait qu'il y en ait pour tous les goûts entre guillemets, c'est-à-dire donc quelque chose qui soit de l'ordre simplement de la manif ou d'un autre cortège plus déterminé qui devait aller vers les pylônes. On se rend compte que en présence en face de gendarmes, bon, ça devient complexe parce que voilà, derrière ils ont appris, ils se sont nourris évidemment du fait que sur certaines actions on les a dépassés, sur certains déboulonnages ils ont été dépassés. Donc là, ce qu'on souhaite en tout cas à la fin du mois, le 29 septembre à Avranches,
c'est montrer que justement suite à un peu peut-être ce constat un peu d'impuissance, ou voire même à des moments il y a eu aussi des tensions évidemment entre peut-être des locaux, des associations qui n'ont pas, à la base, en tout cas, ou au moment même, compris pourquoi il y avait eu un tel déchaînement de violence et pourquoi aussi, effectivement, il y a eu des répliques de notre côté. Donc là, il y a eu évidemment un gros travail de discussion, etc. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de séparation, mais simplement des explications, des mises à plat un peu aussi sur des objectifs, notamment l'explication sur les médias, sur des débats sur la violence-non-violence, évidemment. Donc là, on se dit bon, ok, on repart sur quelque chose qui sera un peu plus de visibilité, pour tout simplement montrer qu'il existe toujours cette lutte. Parce qu'effectivement, là, ils ont essayé de sabrer la lutte, de la casser, d'essayer d'isoler des gens. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils en ont chopé un. Ils ont chopé une personne lors de l'action et ils en ont fait un bouc émissaire. Donc là, l'objectif de la justice, il était très clair, c'était essayer de casser et d'isoler cette personne en la considérant comme une personne de l'extérieur qui était venue juste pour en découdre avec la police, en l'occurrence la gendarmerie. Et bon, ça, c'est quelque chose qui heureusement n'a pas généré de clivage, et donc en fait en tout cas c'est ce qu'on va mettre en exemple à la manif, puisque là c'est une manif assez classique, mais en tout cas une manif de visibilité qu'on va préparer pour laisser des traces visibles quand même, et surtout qui va être un défilé déguisé. Enfin voilà, on est là et on va montrer qu'on est là et qu'il y a toujours, on pense, encore beaucoup de monde à s'intéresser et à suivre et à vivre cette lutte. Mais voilà, avec ce qu'on va dire après sur un peu les perspectives, c'est d'essayer de disperser, d'essayer de décaler un peu la problématique en tout cas de la surveillance sur la construction, quoi. Okay. Bon, donc, alors, manif 29 septembre à Avranches. Alors après, je sais pas, il y a un moyen de vous aider? Il y a des procès en cours, on peut vous envoyer de l'argent, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut très concrètement faire? Vous avez un site où on peut aller voir tout ça? Alors tout à fait. Alors là-dessus, donc il y a deux choses effectivement sur le soutien. Donc on a un appel à soutien qui est toujours en cours, mais voilà, qui est sur l'anti-répression. On va dire au sens générique anti-nucléaire, parce que juste petit aparté, il y a aussi un procès c'est très important le 9 octobre prochain avec 3 inculpés du camp de Valognes. Donc ça c'était juste pour la petite info, sur lequel évidemment aussi il y a une solidarité, parce que l'Assemblée anti-THT, de par le fait que l'on est conscient que la ligne THT elle se construit et que elle se construit assez rapidement, on a dit, coûte que coûte de la part d'RTE. Donc voilà, la lutte, en tout cas, ne doit pas s'arrêter là. Donc elle englobe évidemment la lutte antinucléaire, la lutte contre les infrastructures. Enfin, c'est quelque chose où il y a eu tellement de convergence de personnes et de luttes qu'on veut continuer sur cette base-là. Donc on en reparlera évidemment en discutant l'après-midi à Avranches. Ce qui nous occupe aussi dans la lutte, donc on l'a dit, c'est le juridique, les suites, puisque par exemple la personne qui a pris 3 mois ferme à l'issue du camp de Montabo fait appel. Donc tout ça, ça nécessite de l'argent. Là-dessus, il y a une association, donc il y a de toute façon toujours le contact mail pylone, pylones@riseup.net, et le blog anti-THT.noblogs.org qui fonctionne. Et donc là-dessus, en fait, on a les adresses pour envoyer du soutien financier à une association qui s'appelle l'APSAJ, APSAJ, donc qui est à Rennes. Enfin, il y a toutes les coordonnées en fait, pour pouvoir envoyer un chèque ou peu importe, un RIB, ou il y a un RIB et il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Bon, ok. Donc, alors je répète l'adresse, c'est pylone, PYLONES @riseup.net. Ok. Et puis malheureusement, on va être obligé de se quitter. Ça passait vachement vite. On aurait pu en faire 1 heure là, parce qu'on aurait pu aussi embrayer sur Valogne. On fera ça peut-être. Enfin, on l'avait déjà fait ici, mais on pourra en reparler évidemment, puisque là, il y a aussi des procès qui sont en cours. Le Valogne, je rappelle juste que c'était la tentative d'arrêter un train de déchets nucléaires, qui se rendait en Allemagne. Donc, merci.
Et puis bon courage, bon courage. Et puis on se tient, on se tient au courant. Et voilà. Et autrement, je rappelle l'adresse du collectif Antinucléaire 13 que je connais normalement par cœur quand même. Ce serait bien. collectif-antinucléaire13@orange.fr et on a un blog collectifantinucléaire13.wordpress.com. Merci. Bon courage. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Rémi à la technique. Merci Radio Galilée.